Au bord de l'eau, chapitre 1, page 52. Mais l'acolyte se contenta d'éclater de rire sans répondre, se remit à jouer de la flûte et disparut derrière une falaise. Ongzi réfléchit. Comment se fait-il que ce gamin soit au courant de tout? C'est le maître céleste qui lui aurait donné ses instructions? Cela ne fait aucun doute. Il songea à reprendre son ascension, mais se ravisa. Tout à l'heure, j'ai failli lui en dire des frayeurs épouvantables. Et peu ne s'en est fallu que je ne perde la vie. Allons, mieux vaut redescendre. Il ramassa sa cassolette et rebroussa chemin, descendant les pentes à grande enjambée. Les taoïstes l'accueillirent et l'invitèrent à venir s'asseoir dans le Fangzang, la salle de la baie. Le parfait demanda: « Avez-vous vu le maître céleste ?»« Je suis haut mandarin de la cour, » répondit d'emblée le grand maréchal. « Qu'est-ce qui vous a poussé à me faire escalader cette montagne où, après des misères sans nom, j'ai failli perdre la vie? Tout d'abord, arrivé à mi-pente, j'ai vu bondir devant moi un tigre au front blanc, aux yeux exorbités, qui m'a fait défaillir de frayeur. Ensuite, un ravin plus loin, j'ai vu jaillir des bambous un énorme serpent à moucheture blanche qui s'est enroulé devant mes pieds et m'a barré le passage. Et si ma destinée ne comportait pas une grande part de chance, comment aurais-je pu revenir vivant à la capitale? Note. Bunching en Fun Fanda. Si la part de bonheur qui m'est allouée n'était pas grande, si ma destinée ne comportait pas une importante part de chance... Fin de note. Et si ma destinée ne comportait pas une grande part de chance, comment aurais-je pu revenir vivant à la capitale? Tout cela, c'est votre œuvre, à vous et à votre bande de taoïstes. Vous avez voulu vous gauser d'un mandarin! Comment le pauvre taoïste que je suis oserait-il prendre des libertés avec votre excellence? Protesta le parfait. Tout cela, ce ne sont que des subterfuges de notre ancêtre le maître céleste, destinés à vous éprouver. S'il est vrai qu'il y a des serpents et des tigres dans cette montagne, ils ne font jamais de mal à personne. En tout cas, alors que j'étais vraiment fourbu, je m'apprêtais quand même à continuer à gravir cette montagne, quand un acolyte taoïste est sorti de derrière un bois de pin, monté sur un buffle jaune et jouant d'une flûte de fer. Il passait par là. Je lui ai demandé d'où il venait, et s'il me connaissait. Il m'a dit « On sait déjà tout ». Il a expliqué que le maître céleste avait pris ses dispositions et qu'il était parti le matin, monté sur une grue et chevauchant les nuages, pour la capitale orientale. C'est pourquoi j'ai rebroussé chemin. « Excellence !» s'écria le parfait. « Vous êtes passé à côté, quel dommage! Rendez-vous compte que cet acolyte, c'est justement lui, le maître céleste! » S'il était vraiment le maître céleste, pourquoi avoir pris forme aussi vile? Le maître céleste de la génération actuelle est tout à fait hors du commun. Bien qu'il soit jeune, il est déjà parvenu à un haut degré de perfection. C'est un être hors mesure, susceptible de toutes les métamorphoses, possédant les plus puissants pouvoirs magiques. Tout le monde l'appelle le maître qui a trouvé la voie. Note. Dao Tang Zuzi, le maître patriarche qui a pénétré le Tao. Fin de note. Tout le monde l'appelle le maître qui a trouvé la voie. Eh bien, dire que j'ai des yeux et que je n'ai pas été capable de reconnaître le maître céleste. Il était devant moi et je l'ai manqué. Que votre excellence se tranquillise, puisque le vénérable ancêtre a d'ores et déjà, dans sa sagesse, dit qu'il partirait, vous verrez que, le jour où vous arriverez à la capitale, toutes les cérémonies de libation seront déjà terminées. À ces mots, le grand maréchal se rasséréna. Le parfait, pour sa part, fit préparer un grand banquet en son honneur. Il lui demanda d'enfermer Lady de Cinabre dans sa cassette et de la laisser au monastère de la pureté supérieure. Quant à l'ensemble du dragon, on le fit brûler dans la salle des trois puretés.
Ce jour-là, un grand repas maigre fut servi dans la salle de l'abbé. On mangea et but jusqu'au soir, puis on dormit jusqu'à l'aube suivante. Le lendemain, après la collation matinale, le parfait, les moines taoïstes et le moine hospitalier convièrent le grand maréchal à une visite du monastère. Proposition qui réjouit fort leur hôte. Suivi d'un important cortège, il sortit donc à pied de la salle de l'abbé. 2 acolytes lui servant de guide et parcourut l'avant et l'arrière du monastère, où il put admirer maints paysages magnifiques. La richesse de la salle des 3 puretés passait véritablement toute description. Qu'on en juge, au long de la galerie de gauche, il y avait la salle des 9 ciels, la salle du mystère pourpre, la salle du pôle Nord, et au long de la galerie de droite, la salle de l'unité suprême, la salle des 3 pouvoirs, la salle de l'exorcisme des perversités. Quand on eut admiré toutes les salles, on se dirigea vers un endroit situé derrière la galerie de droite. Le grand maréchal leva les yeux, vit alors un autre temple à part. Les murs rouges en étaient parfumés par du poivre mêlé à l'argile. De face, il y avait 2 grands montants de porte couleur vermillon. La porte était close par un énorme verrou dont la barre avait la taille d'un bras. Elle était en outre scellée par plus d'une dizaine de bandes de papier entrecroisées où était apposée une multitude de cachets rouges. Note. Les scellés qu'on apposait sur des portes, des coffres, etc. n'étaient pas faites de cire, mais de simples bandes de papier, comportant généralement des inscriptions, collées sur chaque élément mobile. Fin de note. Elle était en outre scellée par plus d'une dizaine de bandes de papier entrecroisées où était apposée une multitude de cachets rouges. Au fronton du temple, il y avait une tablette votive laquée de rouge cinabre, avec 4 caractères dorés qui signifiaient « Salle des démons terrassés ». Le grand maréchal, désignant la porte, demanda « Et cette salle, qu'est-ce donc ?» « C'est, expliqua le parfait, la salle où les maîtres célestes des générations précédentes ont jadis enfermé les rois démons qu'ils avaient vaincus. Mais d'où vient que tant de cachets soient apposés sur la porte? C'est ici que se trouvent les rois des démons enfermés jadis, sous les Tang, par le vénérable ancêtre, le maître du royaume de la caverne surnaturelle. Depuis, les maîtres célestes de chaque génération suivante sont venus y apposer de leurs mains un cachet supplémentaire, afin qu'aucun de leurs descendants ou des descendants de leurs descendants ne se hasarde à ouvrir cette porte. Car si les rois démons s'échappaient, il y aura des catastrophes épouvantables. Actuellement, après 8 ou 9 générations, chaque ancêtre fait vœu de ne jamais ouvrir cette porte. Les serrures en sont de bronze coulé, et qui sait ce qu'elles enferment. Voilà plus de 30 ans que le pauvre taoïste qui vous parle est responsable de ce monastère, mais il n'a appris tous ces détails que par ouï-dire. Ces explications parurent bien bizarres au grand maréchal Hong, qui songea. Eh bien, si j'essayais de jeter un coup d'œil sur ces rois des démons. Et s'adressant au parfait, « Veuillez ouvrir la porte, dit-il. J'aimerais voir quelle allure ont ces rois démons. »« Excellence, il est absolument interdit d'ouvrir cette salle. Les maîtres célestes des précédentes générations ont laissé des consignes formelles. Désormais, défense à quiconque d'ouvrir indûment cette porte. »